Au cours des 10 dernières années, le secteur des télécommunications et des TIC de la République de Guinée a connu un développement majeur des services, infrastructures et une amélioration du cadre légal et réglementaire. Au niveau des services, selon les statistiques fournies par le dernier trimestre 2021 de la RPT, nous avons enregistré une forte croissance du nombre d'abonnés qui se situe aujourd'hui à 15 millions d'abonnés pour le service mobile. Tandis que l'Internet se situe aujourd'hui à 6 millions d'abonnés, avec des taux de pénétration de 117,5% pour la téléphonie mobile et 52,5% pour l'Internet. Au niveau du développement des infrastructures, nous avons assisté, entre autres, au raccordement de la République de la Guinée au câble sous-marin ACE, à la construction et le développement de 4500 km de backbone de fibre optique, l'interconnexion des fournisseurs d'accès Internet afin d'optimiser le trafic national, la création d'un point d'échange Internet. Malgré ces différents progrès enregistrés, il reste encore des défis à relever. Pour identifier ces défis, notre organe d'information en ligne, TIC Guinée, a reçu pour vous des éminents consultants et experts dans le domaine de TIC. Il s'agit de M. Mamadi Keïta. Il est expert et consultant en TIC et en télécom. Monsieur Kaba Mamadi, il est consultant en TIC et en télécom aussi. Et monsieur Mamadi Sidibé, il est expert en Core Network, ingénieur de télécom. Merci pour vous déplacer. Et pour la première question, d'abord, nous avons essayé d'identifier les différents défis majeurs dans le secteur de télécommunications en République de Guinée. Monsieur Mamadi Keïta. Alors, merci, monsieur Ba. Merci à certains collègues. Et bonsoir à tout le monde. Au fait, les défis dans le secteur des télécommunications, comme vous l'avez bien introduit, il y en a beaucoup. On ne peut pas tout citer maintenant là. Mais par rapport un peu, quand on prend les différents départements, des structures qui relèvent du secteur de télécommunications, comme par exemple la GILAB, c'est-à-dire il y a un défi à relever parce que vous savez que c'est seulement le câble ACE, on a juste un passage. Dans d'autres pays, il y a 3 à 4 passages, c'est-à-dire il y a une redondance quoi, en fait. S'il y a un problème, où on peut peut-être se balancer, c'est-à-dire ça c'est le backup. Tu comprends? Donc il faut un système de backup pour sécuriser vraiment ces réseaux. J'espère qu'il y a d'autres qui vont aussi, par rapport à ça, ces défis, il y a d'autres défis encore qui vont être là. Par rapport un peu à choses comme elle s'appelle, à la SOSEB, ça c'est aussi une autre structure qui relève aussi du département des télécommunications. Il y a aussi des défis à relever. Donc, par rapport un peu à l'investissement qui a été fait dans le cadre de backbone à fibre optique, sur les 4500 km que vous avez annoncé, ce qui nous a coûté au départ du projet 238 millions de dollars. Ce n'est pas à date si c'est les 238 millions de dollars qui sont confirmés ou pas, qu'on doit bientôt commencer même à rembourser à l'Exim Bank, parce que le délai moratoire est déjà passé. Donc on doit commencer à rembourser. Et comment rembourser ce montant? Et quelle était l'idée même de ce projet de backbone à fibre optique? Tu comprends? C'était pour d'abord améliorer la connectivité en République de Guinée, pour que la connexion soit haut débit en Guinée, et que nos structures comme les banques, les assurances, les hôpitaux, les universités, les géocores, les petites et moyennes entreprises, que tout le monde puisse jouir, profiter vraiment du développement des TIC. Tu comprends? Donc du numérique. Mais très fort, malheureusement, on est encore à la traîne par rapport un peu à ce développement du numérique dans les pays, malgré l'investissement de 130 millions de dollars. Donc, il y a aussi ces défis qu'il faut peut-être noter, qu'on va peut-être certainement en parler. Mais il y en a vraiment beaucoup. Okay. Il y en a vraiment beaucoup. Monsieur Mamadi Sidibé,
Selon vous, quels sont les défis et de TIC en Guinée? Merci beaucoup Abdoulaye et bonsoir chers collègues. Comme l'a dit mon prédécesseur Keita, effectivement il y a plein de défis et on ne peut pas tous les énumérer. On a parlé aussi, il a essayé de parler un peu de la fibre du cap sous-marin. Effectivement, c'est un fait qui est là. Et certes, la capacité octroyée à la Guinée, on n'a pas encore atteint les 25%, mais les 50%, mais ce n'est pas une raison pour ne pas qu'on n'ait pas une redondance. Parce que si nous prenons les FAI qui sont là, qui sont seulement dépendants de l'Internet et de cette fibre, donc imaginez-vous un blackout ou une coupure de cette fibre. Toutes ces sociétés FAI verront directement leurs revenus impactés et puis revenir à zéro. Bien sûr que les autres aussi verront mais eux, ce sera très drastique pour eux. Donc c'est une obligation et mandatoire que nous essayons d'avoir une seconde fibre sur laquelle on peut assurer la redondance. Monsieur Amandi, s'il vous plaît, quand on parle d'Internet aujourd'hui, on voit souvent aujourd'hui des gens qui ont des adresses mail qui n'est pas associées au point GN. Aujourd'hui, est-ce que le rapatriement du point GN n'est pas un défi? En toute honnêteté, il n'est pas, comme je l'ai toujours dit, un pays doit être souverain dans tous les domaines. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée qu'on n'a pas besoin de prendre le point GN d'une quelconque société pour pouvoir identifier ton pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Guinée a atteint une maturité qui lui donne ce droit d'avoir son propre point GN et que tout soit fait pour que les gens, au lieu d'aller prendre les points GN ou bien d'aller héberger leur site dans d'autres pays, que ça soit fait directement dans notre pays avec notre propre point GN. Monsieur Kaba, selon vous, aujourd'hui, nous avons un fait majeur. Aujourd'hui, la Guinée est un opérateur historique. Et vous pouvez nous parler un peu de la situation des opérateurs en Guinée et aussi parler quels sont les défis pour l'opérateur historique. Qu'est-ce qui empêche aussi la relance de l'opérateur historique? Merci à TIC Guinée de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui de parler du secteur des télécommunications. Vous êtes à sans savoir qu'aujourd'hui il y a eu assez d'améliorations du côté quand même de la réglementation guinéenne. En 10 ans, il y a eu des améliorations, mais il reste assez de défis à relever. Comme mes collègues ont précédemment parlé des infrastructures. Aujourd'hui, en Guinée, il y a eu des millions de dollars qui ont été investis dans les infrastructures, comme la GILAB, comme la SOGEB, comme l'ex-Sotelgui Guinée Télécom. Aujourd'hui, la question à se poser est que est-ce que ces investissements ont un impact sur le secteur du côté des opérateurs? Est-ce que ces investissements en infrastructure ont aujourd'hui un impact sur l'environnement des télécommunications en Guinée? Est-ce que ces investissements aujourd'hui ont un impact sur la vie socio-économique de notre nation? Pour répondre à cette question, je vous ramène au niveau de l'infrastructure de fibre optique en République de Guinée, qui est gérée par la société de gestion des backbones. La question à se poser, est-ce qu'aujourd'hui, cette société arrive à rentabiliser? Parce que vous n'êtes à sans savoir que le montant investi est un montant qui a été contracté sous forme de dette. Et au premier trimestre de 2022, cette dette doit commencer à être écoulée. Est-ce que la Guinée aujourd'hui est capable d'éponger aujourd'hui cette dette via les ressources louées et vendues de cette société et en même temps faire du bénéfice? Ça, c'est une question qui doit être répondue par certains spécialistes du secteur. En parlant de Guinée Télécom, 10 ans après la fermeture de la Sotelgui,
10 ans après la fermeture de la Sotelgi, l'État a mis les actifs de Guinée Télécom, les actifs de la Sotelgi dans le portefeuille d'une société appelée Guinée Télécom. C'est-à-dire Guinée Télécom a hérité des actifs de la Sotelgi. Il y a eu quand même pas mal d'investissements en Guinée Télécom. Si je ne m'abuse, 38 millions de dollars qui ont été investis en termes d'infrastructures actives et passives au niveau de Guinée Télécom pour pouvoir relancer cette société nationale qui est censée être une fierté. 5 ans après ces investissements, la société Guinée Télécom peine à voir le jour. Aujourd'hui, le défi majeur aujourd'hui dans le secteur des télécommunications pour notre État, c'est d'avoir une société de téléphonie souveraine et forte. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Vous n'êtes à sans savoir que la mise en place d'une société de téléphonie demande assez de ressources. Comme vous le savez, notre État n'a quand même pas la possibilité d'obtenir en fait à lui seul une ressource financière pour pouvoir lancer Guinée Télécom. Il faudrait chercher des investisseurs. La question à se poser, est-ce que pendant cette situation sociopolitique, l'État guinéen pourra trouver des investisseurs sérieux qui pourront investir en Guinée Télécom pour pouvoir redémarrer la chose? C'est une question. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui n'a pas marché par les prédécesseurs qui ont eu la destinée de Guinée Télécom? Est-ce que c'est dû au manque de stratégie? Est-ce que c'est dû au manque de volonté politique? Pour répondre, je ne saurais répondre à cette question. Mais je sais quand même qu'avec de la ressource financière et une stratégie efficace d'entrée en jeu dans le secteur, la Sotelgi pourra se relancer, même si quand même il y a une concurrence énorme qui est là, où une société de téléphonie peut aller jusqu'à 75% de part de marché dans le secteur. Ça va être hyper difficile, mais avec le soutien de l'État, avec quelques amendements au niveau de la réglementation, c'est possible, c'est bien possible qu'une société nationale entre en jeu dans le secteur. Selon vous, M. Keita, depuis 10 ans, la Sotelgi a à peine d'être relancée. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le problème? C'est un problème de volonté politique, c'est un problème de financement. Quel est le véritable problème? C'est un problème de volonté politique. Et c'est pourquoi, maintenant, là, moi, ce que je suggère, c'est-à-dire les investissements qui ont été faits, les dettes qu'on a contractées pour relancer cette société, parce que les dettes là, c'est l'État qui va rembourser ces dettes. Au départ, c'était 50 millions de dollars. Mais dans les 50 millions de dollars, il y avait un projet aussi qui était un peu à l'interne, qui était le projet eGov. Je comprends, qui faisait quelque chose de 6 millions de dollars comme ça. Donc, mais au départ, on avait dénoncé aussi, tout le monde le sait, les équipements étaient sous-facturés. Moi, je parlerai plutôt plus de la stratégie à mettre en place et de la compétence des cadres qui pourront piloter ce projet. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est un problème de ressources? Moi, c'était un problème de ressources et d'éthique. Parce qu'il y a des gens qui avaient, la ressource était là, mais l'éthique n'y était pas. Donc aujourd'hui, il va falloir que, certes, la ministre, on la connaît, elle est dans le domaine, il faut qu'elle sache quelle personne la bonne ressource pour mettre à la place qu'il faut, pour ne pas que nous tombions dans le même phénomène qui s'est passé entre-temps. Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit, parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait si c'était facturé. Surfacturé, c'est sur l'ordre de qui? Celui qui était là, qui recevait, il ne connaissait pas le prix, il n'a pas fait des enquêtes pour voir le prix d'autres équipements dans d'autres pays, mais ça n'a pas été fait. Donc, que la ministre aujourd'hui, qu'on puisse avoir un contrôle vraiment serré au niveau de, comment on appelle, de la société nationale qu'on va mettre en place. Il ne faut pas que la façon dont ça a été géré à l'époque, que ça soit géré de la même manière. Juste comme l'a dit Kaba, franchement, on est optimiste, ça peut se faire, ça peut se réaliser
et il peut avoir aussi sa part de marché dans ce pays. Et bien sûr, je suis quand même d'accord avec mes prédécesseurs. M. Keita qui dit quand même qu'il y a eu plus de 38 millions de dollars qui ont été investis dans l'ex-Telgui Guinée Télécom. Et après, ces investissements sont perdus aujourd'hui. Il va falloir faire quand même des audits, situer les responsabilités. Ils ont fait des audits techniques. Les ministres qui sont passés ont fait des audits techniques. Qu'il faut quand même faire un audit financier, situer les responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est une dette qui est contractée. Non, bien sûr, j'en viens. Maintenant, au-delà de la volonté politique, au-delà des investissements qui ont été perdus, il y a quand même une possibilité. Il y a assez de possibilités. Il y a une possibilité de relance avec une bonne stratégie. Une très bonne stratégie. Vous savez, on a perdu des investissements en Guinée Télécom. On a manqué de stratégie. Mais la Guinée Télécom a toujours du potentiel. La Guinée Télécom a toujours du potentiel au moment où la Guinée Télécom est l'opérateur national guinéen. Ça veut dire que les licences au niveau de la DG, commencer par la DG, la 3G et la 4G, sont déjà des acquis, sont déjà des actifs au niveau de Guinée Télécom. Et là, c'est son potentiel énorme, c'est son potentiel réel. Ce potentiel permet aujourd'hui à Guinée Télécom d'être évalué dans les 100 millions ou plus de dollars en termes d'actifs, rien que les licences. Parce que ces licences-là peuvent être les parts de l'État, en fait, dans Guinée Télécom. Et il faut exploiter cet angle-là. Et un investisseur peut venir mettre le paquet parce que lui, déjà, il sait que s'il investit, il se dit que la société dans laquelle il investit a déjà ses licences, qui est énorme dans le lancement en fait, d'une société de téléphonie. Et là, il faudrait qu'aujourd'hui, l'équipe qui est en place essaye d'évaluer cet angle-là pour pouvoir valoriser Guinée Télécom et avoir un investisseur. Parce que sans ces investisseurs, on ne pourra pas. Au-delà de la volonté politique, au-delà de la stratégie et technique, au-delà de cette stratégie technique, on a besoin de financement. On a besoin de financement et l'État à lui seul ne pourra pas financer le lancement de Guinée Télécom. Monsieur Keita. Ok, pour un peu renchérir un peu ce qu'il vient de dire là, c'est-à-dire pour ça c'est des financements, je pense qu'il est aussi nécessaire que l'équipe qui est là travaille avec vraiment des personnes ressources pour identifier, c'est-à-dire faire un cahier de charge réel. Tu comprends? Parce que pour demander vraiment du financement, il faut faire un cahier de charge réel pour connaître ce que tu as vraiment besoin, les équipements que tu as besoin, que ce soit au niveau des serveurs, que ce soit au niveau des plateformes. Maintenant, ces équipements, est-ce que ces équipements, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ces équipements sont maintenant adaptés? Est-ce que c'est opérationnel? On peut faire d'autres techniques pour voir ce qui est bon. Est-ce que ces équipements sont maintenant concurrentiels? Tu comprends? Au niveau de la plateforme, au niveau des serveurs, au niveau des centraux, tout et tout. Tu comprends? Ça, c'est d'abord l'inventaire et faire un cahier de charge technique par rapport à tous les équipements techniques adaptés à la nouvelle technologie, c'est-à-dire aux nouvelles données de maintenant, là. Faire un cahier de charge, connaître les prix, faire des appels d'offres, connaître les prix réels de ces équipements. Pas seulement se fier à un seul équipementier. Il y a certains opérateurs qui n'ont pas, je ne peux pas dire illégalité parce qu'ils paient toujours leurs taxes. Et ils sont reconnus par l'État, donc on ne peut pas les appeler des opérateurs illégaux. Mais on peut comprendre qu'ils ont eu des difficultés à pouvoir s'acquitter de certains de leurs droits vis-à-vis de l'État. Donc maintenant, c'est aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, l'État doit être un régulateur. Il y a des sociétés qui sont très fortes, il y a d'autres qui sont faibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est une insuffisance du cadre réglementaire ou quoi? Bon, ça, je ne peux pas m'engager sur ce terrain, mais ce qui est sûr, l'État doit en tout cas jouer son rôle de bon régulateur pour que ceux qui sont faibles puissent pouvoir trouver une part de marché dans la masse. Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à payer leur licence, ils n'arrivent pas à payer la licence, qu'est-ce qu'il faut faire? Devons les fermer? Je pense que non. Alors, l'État doit trouver, je pense qu'il doit trouver une autre alternative
à cela pour que chacun puisse trouver, l'État, les opérateurs, tout le monde puisse trouver leur profit dans l'évolution du marché en Guinée. Bon, vous savez, la fermeture de la Sotelgui quand même n'est pas totalement liée à la faiblesse de la concurrence. Il y avait une mauvaise gestion de cette société qui a fait des années. La Sotelgui en fait était déficitaire. C'est-à-dire que la Sotelgui dépensait plus qu'elle ne faisait rentrer. Le cas d'Intercell, je crois que ça va au-delà en fait d'une mauvaise gestion, mais quand même il y avait carrément, c'était une société aussi déficitaire, donc qui a poussé l'État avec toutes les dettes que Intercell devait à l'État de fermer la dite société. Maintenant au niveau de quand même cette concurrence, où dans notre environnement il y a quand même une société qui dompte le secteur des télécommunications en Guinée. Ça, c'est dû à deux facteurs. La faible concurrence, mais à mon avis, il y a quand même des failles au niveau de la réglementation du secteur qui profitent à certaines sociétés et qui ne profitent pas à d'autres. Parce que pour moi, il y a insuffisance du cadre réglementaire. Parce que à ce niveau, si une seule société peut aller jusqu'à 75% de part de marché au niveau d'un trimestre, il y a un problème. Il y a un problème parce que cette société finira par avaler les autres. Et on n'a pas intérêt qu'il y ait une seule société sur la scène dans l'environnement télécom. Oui, bien sûr, non, les autres investissent, mais le niveau d'investissement de la première société est souvent 10 fois, si tu veux, ou 5 fois plus que le niveau d'investissement des autres. Mais au-delà, l'État peut s'arranger en fait à ce que la réglementation permettent en fait la limitation du part de marché. C'est-à-dire qu'une seule société n'arrive pas à aller au-delà de 60 à 65% de part de marché pour pouvoir équilibrer. Il n'est pas encore trop tard. C'est récupérable. Il n'est pas trop tard, c'est récupérable. Mais en mettant aussi la pression sur les autres opérateurs, en les mettant de la pression en termes d'évolution des infrastructures qu'ils ont. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils quittent vraiment au niveau de la licence 3G, par exemple, aller au niveau de la licence 4G, investir au moins la moitié de ce que l'opérateur dominant, en fait, investit, au moins la moitié, pour pouvoir équilibrer. Et jubiler, en fait, cette pression au niveau de l'investissement à la réglementation qui arrive à limiter, en fait, le niveau de marché, le part de marché, en fait, des opérateurs. Je crois qu'on pourra pallier en fait à cette problématique. Mais au-delà, aujourd'hui, en parlant des opérateurs, l'on se demande quel aujourd'hui est l'impact aujourd'hui des licences qui ont déjà été concédées par l'État aux opérateurs. Quel a été leur impact socio-économique? Quel a été leur impact dans notre économie? Quel a été leur impact aujourd'hui sur la société guinéenne? C'est surtout ça la question, parce que en Guinée, on concède les licences, on va vers les nouvelles technologies, mais on ne sait jamais quel a été l'impact des précédentes technologies sur notre société, sur notre économie. Et donc ça aussi, c'est un défi pour l'actuelle équipe à la tête du secteur des télécommunications. Va falloir évaluer en fait l'impact des licences qui ont été déjà concédées, l'impact en fait des technologies qui sont aujourd'hui adaptées et du côté des sociétés de téléphonie, mais aussi du côté des sociétés FAI, des fournisseurs d'accès Internet en Guinée. Ok, M. Kaba, M. Mamadi Sidibé et puis M. Keita, je vous remercie.